Eh bien, ça y est, nous sommes arrivés à la fin de ce mois de mai où on fait ce qu'il nous plaît. Bon, pas tout à fait, mais il faut quand même admettre que les températures ont pas mal augmenté. En tout cas, en Île-de-France, on a eu des journées caniculaires. Et bien évidemment, là, ça commence à se calmer un petit peu, ce qui n'est pas pour me déplaire. Et on se retrouve dans cette FAQ que je vous propose tous les dimanches, les amis, dans lesquels je réponds aux questions que vous posez sur la story sur mon compte Instagram Roadsters TV. Et n'oubliez pas, hein, il y a toujours un petit live, toujours en règle générale à 15 h le dimanche, pour pouvoir discuter, échanger. Aujourd'hui, on a parlé de plein de trucs et on en est même arrivé à parler de suggestions de films d'horreur. Comme quoi, c'était un petit moment très spontané, très humain et ça me fait énormément plaisir de le vivre avec vous. Alors bien sûr, comme d'habitude, avant de commencer à parler des questions, je voudrais qu'on passe en revue un petit peu l'actualité du monde de la moto et ce qui a un peu animé la chaîne sur la dernière semaine. Et donc, nous avons eu le droit, tout d'abord, au reveal de ma nouvelle moto. Bon, si vous ne le savez pas, j'ai fait l'acquisition d'une très belle R1300R chez BMW. On va en parler juste après dans une des questions. Ensuite, je vous ai fait un petit comparo papier entre la 421RR chez QJ Motor et la nouvelle CF Moto 500 SR qui a été officialisée sur le marché chinois. Et donc, du coup, je vous donne un petit peu, selon moi, le ressenti sur les qualités de l'une, de l'autre. Qu'est-ce qui pourrait plutôt plaire à un type de motard ou bien à un autre. Vous verrez que je pense que ça peut vous donner quelques idées sur quelle machine bien prendre si vous étiez indécis entre l'une et l'autre de ces petites sportives avec des cylindrées réduites, mais avec des valeurs de puissance, ma foi, assez élevées. Et finalement, nous avons parlé d'une révélation de la part de Ducati qui, pour son centenaire, a fait une collection de 10 motos ultra limitées qu'ils ont sobrement baptisée la Collezione Cento et qui donc reprend 10 modèles de tous les modèles de la gamme, Panigale V4, Diavel V4 RS, Multistrada V4, Scrambler, etc., dans des coloris absolument fous, avec des petites mignardises. Si vous n'avez pas regardé encore la vidéo, je vous invite à le faire parce que c'est vraiment un petit moment de régalade. Alors, première question de la part de Kibas qui nous dit « Bonjour Rodolfo, heureux de ta nouvelle acquisition. Combien tu lui as mis depuis son arrivée ?» Et alors donc, voilà, comme je vous le disais dans le début de cette FAQ, j'ai fait l'acquisition de cette magnifique BMW R1300R que j'attendais depuis si longtemps, la moto qui m'avait le plus marqué en 2025. C'est une machine qui vraiment m'a touché droit au cœur avec à la fois un moteur exceptionnel, le flat de BMW, le boxer de BMW, même plutôt poussé à 1300 cc, 145 chevaux, 149 Nm de couple, une véritable usine à sensations, mais avec toutes les petites mignardises que BMW savent mettre dans leur moto, régulateur de vitesse adaptatif sur un roadster s'il vous plaît, poignée aisselle chauffante, l'écran connectivity, bref, une petite merveille, en plus dans cette option 719 et sa couleur Kilauea qui est fantastique. Donc voilà, je suis extrêmement content. Alors pour répondre à la question de Kibas, combien je lui ai mis ? Eh bien écoutez, je pense que la moto doit avoir actuellement la somme effarante de 40 km au maximum, malheureusement, puisque je n'ai juste pas eu le temps et l'envie de la rouler, je ne vais pas vous le cacher, avec les températures qui sont extrêmement élevées depuis plusieurs jours. Là, ça s'est enfin calmé. Donc voilà, j'avais aussi beaucoup à faire, j'avais des vidéos à tourner, mais ne vous inquiétez pas, je vais bientôt la ressortir et faire une vidéo pour qu'on se refasse un truc un peu ensemble pour que je vous la représente. Mais c'est tant mieux si je ne l'ai pas énormément roulé parce que comme ça, j'ai moins de familiarité avec et ça me permettra d'être encore plus authentique dans les sensations que je vous délivrerai quand je vais vous en parler. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que cette R1300R, elle va être très présente sur la chaîne et je vais beaucoup vous en parler. Prochaine question de la part de Simon Van Ronqui, pardon si je l'ai mal dit. Après un essai aussi élogieux de la ZH2, pourquoi ne l'as-tu finalement pas choisi ? Ce qui est effectivement extrêmement pertinent. J'ai adoré la ZH2 quand je l'ai testée, et particulièrement la ZH2 SE. C'est une moto qui est absolument folle. Et en fait, cette question, elle est extrêmement pertinente. Pour quelle raison ? Moi qui suis si fan de cette moto, je ne me suis pas orienté vers la ZH2 SE. En fait, il y a plusieurs raisons de ça. Il faut savoir que la ZH2, quand je l'ai testée, c'était déjà il y a un certain temps. C'était déjà il y a plusieurs années, même si j'ai eu l'occasion de la rouler de nouveau et de refaire un petit peu connaissance avec elle. Mais c'est une machine qui m'avait profondément marqué aussi quand je l'avais testée et qui reste encore aujourd'hui une de mes expériences de conduite les plus marquantes. La raison pour laquelle cette ZH2, je ne l'ai pas choisie plutôt que
la R1300R, elle tient en un seul mot, et ce mot, il est juste ici. Alors c'est un écran, mais c'est pas juste l'écran. En fait pour moi, la ZH2, c'est une moto qui a vieilli. C'est une machine qui conserve le même design depuis sa sortie en 2020-2021 je crois, donc on est à quasiment 6-7 ans de commercialisation sur la même apparence et surtout sur la même technologie. Et en fait aujourd'hui, je vais être totalement transparent et honnête avec vous, lorsque je dois dépenser 21 949 euros, 22 000 euros dans une moto, j'ai besoin pour mon équilibre mental d'avoir une machine sur laquelle je sens quand même qu'en termes de modernité, de technologie, j'ai quelque chose qui correspond à ce que moi je considère être, on va dire, pas le minimum syndical, mais vraiment quelque chose qui me donne envie, tu vois. Et le problème de la ZH2, pour aussi incroyable qu'elle soit, c'est vraiment une machine tout à fait attachante avec un moteur exceptionnel, vraiment super. C'est une moto qui mériterait aujourd'hui un sérieux facelift, d'être remise un peu au goût du jour, avec notamment par exemple l'identité visuelle Sugumi qu'on connaît sur la Z1100, avec le nouvel écran de la Z9, avec qui sait peut-être une amélioration aussi au niveau des freins pour la mettre en high pure, mais même ça c'est pas forcément un truc indispensable, mais pour vraiment, parce que le moteur finalement il n'y a rien à changer, on a 200 chevaux, on a 137 Nm de couple, c'est une machine qui est fantastique à ce niveau-là, mais elle mérite d'être un peu plus en phase avec 2026, et aujourd'hui il y a un certain nombre d'éléments qui me retiennent à ce niveau-là. Qui sait, ce sera peut-être la prochaine. Mais ça, c'est une autre histoire et on n'en parlera pas immédiatement, croyez-moi. Prochaine question de la part de JPG. Comment continuer à se former, se perfectionner après le permis? Et alors là, cette question, elle est ultra intéressante. Alors, ce qui est vraiment assez notable et qu'il faut signaler avant de rentrer dans les détails, c'est qu'il est vrai qu'entre le permis voiture et le permis moto, j'ai quand même plutôt tendance à voir que les motards restent assez à jour sur leur conduite. De toute façon, c'est normal. Une moto, j'ai toujours dit, se pilote plus qu'elle ne se conduit. Une voiture, dans la majeure partie des situations et pour la majeure partie des utilisateurs, se conduit plus qu'elle ne se pilote. Parce que la moto, vous faites corps avec et donc forcément, vous n'allez pas avoir le même relationnel, le même rapport à votre machine. Mais il est vrai aussi que le permis, moi, je suis totalement transparent là-dessus avec vous, même s'il existe sans aucun doute des très bonnes auto-écoles qui vont au-delà du cursus basique, je trouve que le permis moto est ultra lacunaire. Il y a énormément de choses qu'on n'apprend pas, des choses qui sont du bon sens, des choses qui font partie de la vie quotidienne d'un motard et qu'on ne vous apprend absolument pas et on va préférer passer 35 heures à vous apprendre à faire un évitement ou un freinage d'urgence ou même des choses qui sont très importantes mais d'autres qui clairement vont vous servir extrêmement rarement en utilisant une moto. Et donc il y a pour moi des choses qui permettent effectivement d'améliorer et d'appréhender un peu mieux la façon comme vous faites de la moto. L'une d'entre elles, que je trouve très intéressante, c'est de passer sur circuit. Là, vous avez votre serviteur qui était donc sur l'essai de la GSX-8R. J'avais été invité par Suzuki France. Encore un grand merci à eux parce que cette expérience, elle a été ultra formatrice. Et donc, j'ai eu la chance de tester cette moto sur le circuit du Vigan. D'ailleurs, en plus, le matin, il pleuvait à corps, donc autant vous dire que c'était un baptême de feu. Et du coup, j'ai pu en fait voir ce que donnait le fait de conduire sur circuit. Et croyez-moi que malgré que, bien évidemment, le circuit, ce n'est pas la route. Et si vous commencez à rouler sur la route comme si vous rouliez sur le circuit, votre espérance de vie, elle va pas être très élevée. Mais par contre, le fait de conduire sur circuit une moto va vous permettre de mieux l'appréhender, de mieux la connaître, de connaître ses réactions et aussi de prendre certains réflexes très intéressants dans le positionnement de votre corps, dans la façon comme vous pouvez anticiper certaines réactions de la machine quand vous freinez un peu fort, etc. dans des conditions qui sont beaucoup plus sécuritaires que sur la route. Parce que si vous faites des tests sur la route, en règle générale, il y a de grandes chances que ça se finisse beaucoup moins bien que sur le circuit. Donc c'est quelque chose qui, à mon sens, peut vraiment vous aider quand vous êtes dans une volonté, dans une phase d'approfondir vos connaissances sur la moto, et de prendre des stages de pilotage. Ce sont des choses qui se font très bien. Il y a plein de façons de le faire. Vous avez des smartbox qui le font. Vous pouvez contacter directement des circuits ou même des associations qui font comme ça de l'apprentissage de la piste. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Une autre façon aussi d'approfondir, pour moi, c'est de conduire en pleine conscience. C'est-à-dire que vous prenez votre moto et vous n'allez pas uniquement faire votre trajet du point A à un point B de façon utilitaire comme vous le faites, mais vous allez conduire pour le plaisir de conduire et pour essayer un petit peu de
d'améliorer vos sensations sur la moto, de comprendre ses réactions, son fonctionnement de façon sécuritaire, hein, en respectant le code de la route. Mais il y a une énorme différence entre monter sur votre machine et la laisser vous emmener quelque part et vous-même allez vous faire une balade dans laquelle vous allez prendre ce temps pour sentir la moto, sentir comment elle bouge, comment elle prend de l'angle, comment son freinage se comporte. Et après, j'ai envie de vous dire que c'est pas forcément un conseil pour s'améliorer sur le moment, mais c'est un conseil pour pouvoir continuer à faire de la moto et donc naturellement s'améliorer, c'est d'être toujours parano sur la route. Ça, c'est un truc que je ne cesserai de répéter. Sur la route, quand vous êtes à moto, vous devez être parano en permanence. C'est-à-dire que lorsque vous êtes par exemple sur une voie où il n'y a pas grand monde, mais que vous avez des voitures sur la voie d'à côté, toujours vous dire que la voiture qui est un peu plus loin, elle va déboîter. Toujours avoir cette idée-là. Vous dire que vous avez une voiture qui est devant vous, qui risque de déboîter sans mettre de clignotant. Moi, c'est comme ça que je conduis. Je suis toujours en fait dans cette hyper-vigilance pour être prêt à n'importe quel moment à réagir. Et c'est vrai que au long des années, au long des habitudes, de la confiance qui vient, on peut venir à laisser un petit peu ça de côté. C'est là, en règle générale, que les accidents peuvent arriver parce que, justement, on laisse notre vigilance se baisser. Voilà un petit peu mes conseils pour s'améliorer et continuer à approfondir ses connaissances en moto après avoir passé le permis. Prochaine question de la part de Connie Johan qui nous dit « Pourquoi y a-t-il un tel engouement pour les trails, phénomène de mode ou pas ?» Question ultra intéressante parce qu'on le sait aujourd'hui, la catégorie de moto qui est la plus populaire, c'est le trail. Et en fait, pour moi, j'ai envie de l'associer un petit peu et de faire une analogie avec le SUV dans le monde de l'automobile. Le trail, il est devenu ultra populaire tout simplement parce que c'est la machine polyvalente par excellence. Ici, par exemple, vous avez la démonstration d'une petite cylindrée et d'une machine plutôt à vocation off-road, comme l'est la CF Moto 450 MT. Moto ultra intéressante, extrêmement bien née, avec d'autres machines qu'on peut citer dans ce segment, comme par exemple la BMW F450 GS, machine extrêmement efficace à ce niveau-là. Mais après, vous avez des machines comme par exemple la Versys 650, qui est elle, une pure moto plutôt routière, avec des jantes à bâton, vous le voyez, avec souvent des débattements, des valeurs de garde au sol, qui sont en fait plutôt un roadster avec du carénage. Là-dedans, vous pouvez mettre plein de motos, la Tiger Sport, vous avez par exemple les V-Strom en 800 DE, SE peut-être, voilà, je ne sais jamais, qui sont des motos qui sont faites vraiment pour un usage quotidien, très polyvalent, plus confortable qu'un roadster, on a de la protection, etc. Et après, vous avez des machines comme par exemple ça, la Multistrada V4 Rally, qui est dotée d'un moteur complètement dingue et avec des équipements ultra intéressants. Ça, c'est la machine avec laquelle j'étais parti faire le road trip jusqu'au Portugal avec Mathilde. Exceptionnel, si ce n'est la légère chaleur que dégage la moto quand il fait quand même 35 degrés dans le sud de l'Algarve. Mais sinon, en dehors de ça, super moto. Et puis après, vous arrivez même sur des trucs comme ça, M1000 XR, qui ne sont ni plus ni moins que des sportives confortables, parce que là, on a 201 chevaux dans un trail. Et en fait, la raison qui explique tout simplement le succès des trails aujourd'hui, c'est leur énorme polyvalence. Le fait que ce sont des machines qui sont capables de faire beaucoup de choses selon la catégorie dans laquelle on les range, à tel point même que d'ailleurs aujourd'hui, il y a des personnes qui vont dire « Non, mais tu parles de cette moto-là, mais cette moto, c'est pas du tout un trail, tu peux pas aller faire du franchissement avec. » Et c'est vrai, il existe aujourd'hui certaines motos catégorisées comme des trails. On a même des espèces de sous-catégories avec les crossovers qui seraient un mélange entre sportive et trail qui ne sont pas faites pour aller faire du franchissement. C'est le phénomène des SUV, tout simplement. Aujourd'hui, on a des motos qui rentrent dans un grand bloc qui leur donne de la polyvalence, plus de confort que les équivalents sportifs ou roadster. Et pour beaucoup de gens, c'est tout simplement suffisant. Et c'est des motos qui vont avoir une tendance à effectivement perdurer dans le temps et avoir un vrai avenir parce que les sportives, avec la répression de la vitesse, etc., sont des machines qui deviennent très réservées à une niche. Les roadsters, c'est super sympa, mais c'est vrai qu'effectivement, sur un trail, on ne perd pas énormément en termes de performance, mais on gagne beaucoup en agrément et en confort.
parce qu'on perd beaucoup en esthétique selon moi, mais après ça c'est des considérations très personnelles. Et du coup en fait le trail c'est un petit peu le couteau suisse ultime à ce niveau-là, et qui donc est une moto, une catégorie de moto qui a un avenir quasiment tout tracé. Je ne pense pas du tout que ce soit un phénomène de mode. Je pense qu'au contraire, c'est quelque chose qui va beaucoup continuer à se développer dans le futur. Mais ça, on le verra par la suite des choses. Dernière question de la part de GabGab9158 qui nous dit « Salut, mais elle est où la Honda V3R? Me tarde de tester ce turbo électrique. » Et il est vrai que depuis l'EICMA 2025 et la présentation de ce prototype, un Honda V3R e-compressor qui a littéralement fait tourner toutes les têtes au salon de Milan, la preuve en est, c'est qu'encore aujourd'hui on en parle énormément, eh bien on n'a plus beaucoup de nouvelles. Et c'est vrai qu'effectivement on aimerait en savoir un peu plus où en est Honda sur le développement, l'annonce officielle de cette machine qui est vraiment pour le coup ultra séduisante, parce que vous le souvenez, on est sur... Comment on l'a défini? On est sur une moto qui est dotée d'un 3 cylindres en V à 75 degrés, donc une architecture qui n'est pas forcément ultra commune, et à ça, on rajoute un compresseur électrique jamais conçu pour une moto, puisqu'on est sur un compresseur qui est alimenté et contrôlé de façon électronique. Ce qui veut dire que par rapport à un compresseur standard, comme celui qu'on pourrait avoir sur une ZH2, une H2, une H2SX, une H2R, on va avoir la possibilité de véritablement configurer la façon comme ce compresseur va s'activer, et du coup, en plus, le déclencher à beaucoup plus bas régime, parce que sur un turbo standard, le compresseur, il doit se réveiller en étant entraîné par le moteur lui-même. Là, on est sur un compresseur électrique qui est donc animé de façon électrique au début et qui donc peut s'actionner à n'importe quel moment, ce qui va permettre notamment de donner des profils totalement différent à la moto. Vous allez pouvoir vraiment, entre un mode sport et un mode rain, avoir vraiment deux profils totalement différents. Et Honda annonce les dimensions d'un moteur 900cc, puisque c'est ça que fait ce moteur en termes de dimensions, avec les sensations et les performances d'un 1200 cm3. Donc clairement, moi, je reviens toujours à cette image que j'avais filmée lorsque j'étais à l'EICMA 2025. Le downsizing entre les prototypes et les machines commerciales, c'est quelque chose de réel. Et on a eu l'exemple avec la WN7 électrique. Mais pour le moment, de ce qu'on en voit, le pneu qui est montré ici, c'est un pneu de 200 mm de large. Ce n'est pas un type de monte qu'on met sur une machine qui fait 100, 120, 140 chevaux, ni sur une machine qui fait 100 ou 120 Nm de couple. Là, on est sur un pneu qui est énorme. Qui plus est, ils avaient mis un Michelin Power Cup 2, qui sont des pneus qui sont... c'est les derniers pneus avant le slick non homologué pour le circuit. Et vraiment, pour le coup, ça, pour moi, c'est une véritable volonté de faire une démonstration. On voit que le pneu était complètement bouloché. Donc, pour moi, il y a une envie ici, de la part de Honda, de montrer que cette moto, ça va être une sorte de top de gamme de la chaîne alimentaire, qui ne sera pas en compétition avec la CB 1000 Hornet SP ou quoi, mais qui viendra plutôt se battre, je l'espère en tout cas, avec les hyper roadsters que sont la Super Duke, la Tuono, la Street Fighter et compagnie et compagnie. Maintenant, quand est-ce qu'on va la voir cette moto? Écoutez, pour moi, je pense honnêtement que la fenêtre de tir la plus logique à laquelle on puisse voir apparaître la Honda V3R e-compressor, eh bien ce sera à l'EICMA 2026. Et à mon sens, ce sera la date à laquelle Honda va révéler commercialement la date de sortie de la moto, très probablement pour 2027. Attention, je pense qu'on aura l'occasion de la revoir au Salon du Deux Roues de Lyon avant de la voir dans les concessions, mais après, ça va aller assez vite à mon sens, parce que Honda ont déjà fait une communication en amont, 1 an avant à l'EICMA 2025, et je pense que s'ils n'ont pas eu de problème de retard sur le développement de la moto, il y a fort à parier que sur cette date-là de l'EICMA, on risque d'avoir l'annonce officielle. Et c'est d'ailleurs pourquoi, je vous l'ai dit, cet EICMA risque d'être extrêmement mémorable. Je sais que je dis ça chaque année, mais déjà pour moi, l'EICMA chaque année, il est mémorable, parce que je me donne comme un diable pour vous filmer ça et vous faire la meilleure couverture possible du salon. Mais en plus de cela, je pense qu'on va avoir un nombre d'annonces totalement fou. Parce que déjà, c'est quasiment acté,
CF Moto va annoncer la sortie commerciale de la V4 SR-WR. Autant vous dire la moto la plus attendue au monde probablement aujourd'hui. Honda avec le V3 RI compressor risque aussi de faire des siennes. Il y a quelque chose qui me dit que BMW et son concept double R devraient quand même avoir des mises à jour et qui sait peut-être aussi une annonce officielle. Ça commence à faire quand même beaucoup. KTM risque aussi de revenir un petit peu en force pour montrer qu'ils sont là parce qu'ils n'étaient pas là à l'ECMA et aussi remontrer un petit peu leur présence. Et après, chez les Japonais, on peut espérer un facelift de la ZH2. Qui sait, ce serait intéressant. Yamaha pourrait aussi avoir des annonces intéressantes. Bref, autant vous dire que, à mon avis, ça va être la folie. Et donc, eh bien, la Honda V3R risque elle aussi de donner des nouvelles à Milan, dans les halls du Rofiera Milano. Et il y a une personne sur laquelle vous pouvez compter pour vous couvrir ça à 100%, c'est Bibi. Donc, la meilleure chose que vous puissiez faire dès maintenant, c'est de vous abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification pour être sûr de ne rien rater. Puis écoutez, on va se retrouver très très rapidement pour de nouveaux contenus. J'essaye de sortir la R1300R le plus vite possible pour recommencer un petit peu à vous en parler. Et en attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!